Bienvenue à votre émission Santé et Développement. Le 31 août de chaque année marque la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Et le thème de cette année était intégration des médicaments de la phytothérapie dans les centres de santé. Le thème retenu en Côte d'Ivoire. À cette occasion d'ailleurs, nous avons rencontré le président de l'association des médecins naturothérapeutes. Avec lui, nous avons échangé sur l'état de santé de la médecine traditionnelle en Afrique, en Côte d'Ivoire spécifiquement, et comment est-ce que les médicaments peuvent être intégrés dans les centres de santé de manière à être à la portée de tous les patients. Écoutons ensemble le docteur Kwao Daniel, président de l'association des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Je suis docteur Ano Kwao Daniel, naturothérapeute, chercheur diététicien, président de la Fédération des praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, président de la Confédération des praticiens de la médecine traditionnelle de la CEDEAO. Il faut comprendre que la médecine traditionnelle africaine représente l'art, la pratique, la connaissance ancestrale pérennisée de génération en génération, qui consiste à utiliser tous les éléments de la nature à des fins de santé primaire et curative. Je pense bien que la médecine traditionnelle va au-delà du réel. Nous avons des maladies dites incurables que jusque-là la médecine moderne n'arrive pas à traiter, et nous avons des médicaments très efficaces en médecine traditionnelle pour pouvoir traiter ces maladies, et cette médecine traditionnelle va au-delà du réel. Prenons l'exemple de l'hypertension artérielle, du diabète, et des IST, le fibrome, les kystes et bien d'autres maladies que la médecine traditionnelle arrive à guérir de manière efficiente. Donc la médecine traditionnelle va au-delà du réel. La médecine traditionnelle n'a plus de secret pour le paludisme, parce que nous avons des médicaments très efficaces pour soigner le paludisme dans toutes ses formes. Que ce soit le paludisme pernicieux et récidivant, il n'y a plus de secret. Il y a des plantes très efficaces pour pouvoir guérir ces maladies. Et nous prenons le VIH-Sida. Nous avons des médicaments très efficaces pour guérir les maladies opportunistes du VIH-Sida. Partons de l'IST, des IST disons, des infections sexuellement transmissibles, partons des vomissements, des diarrhées, des amaigrissements. Et nous avons des médicaments très efficaces pour pouvoir guérir toutes ces pathologies. Donc nous avons des avancées dans le cadre du VIH-Sida. Et quant à l'Ebola, je dirais que l'Ebola, qui est la fièvre Ebola, aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, aucun praticien de la médecine traditionnelle n'a découvert de remède scientifiquement traité qui puisse guérir Ebola ici en Côte d'Ivoire. Mais je demande toujours aux praticiens de la médecine traditionnelle et à toute l'Afrique de rentrer toujours en brousse, comme nous avons l'habitude de le dire en tant que praticiens, de mener toujours des recherches pour pouvoir trouver des médicaments pour éradiquer ce mal qui est en train de faire du ravage. Vraiment, c'est un souci pour les praticiens de la médecine traditionnelle. En tant que président de la Confédération, je demande aux praticiens de mener des efforts, de faire des efforts et de faire des recherches pour pouvoir pallier ce mal. La médecine de nos grands-parents, la médecine pérennisée de génération en génération, cette médecine traditionnelle qui est utilisée par plus de 80% de la population, elle est tellement fiable, elle est incontournable. Cette médecine traditionnelle, c'est elle qui a la nécessité, l'opportunité de tous les patients. Comme je le disais, 80% de la population, ce n'est pas 5%, ce n'est pas 2%. 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle. On la trouve un peu partout. Elle est moins chère, elle est accessible à tout. Je demande à la population de faire confiance à la médecine traditionnelle car elle est sans effet secondaire. Je pense bien qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle, elle est alpha et elle est oméga. Avant de composer un médicament moderne, il faut faire appel à la médecine traditionnelle. Et cette médecine traditionnelle, on ne peut pas s'en passer. Il faut
pouvoir faire appel à la médecine traditionnelle pour pouvoir faire des médicaments modernes. Nous avons près de 80% de la population qui fait recours à la médecine traditionnelle. Et cette médecine traditionnelle, elle est incontournable aujourd'hui. Avant de construire une maison, il faut une bonne fondation. Il faudrait du sérieux de la chose. Il faudrait que les praticiens de la médecine traditionnelle se prennent au sérieux. Et que les médicaments des praticiens de la médecine traditionnelle on puisse faire les tests de toxicité, d'innocuité, et qu'il y ait un bon encadrement du point de vue de médecine traditionnelle. Si les praticiens sont mieux encadrés et si les tests des médicaments traditionnels sont mieux encadrés, vous verrez que la population vivra mieux. Nous avons des médicaments très efficaces en tant que médecins traditionnels qui traitent différentes maladies, différentes pathologies, telles que le diabète, l'hypertension, le diabète, comme je venais de le dire, et dans toutes ses formes, que ce soit le diabète gras et le diabète maigre, que ce soit la prostate, l'hypertrophie de la prostate, l'adénome de la prostatite dans toutes ses formes, que ce soit la prostatite aiguë, la prostatite chronique. Nous avons des médicaments traditionnels pour pouvoir éradiquer toutes ces maladies qui minent aujourd'hui la population. Le problème de dose n'existe pas, puisque la médecine traditionnelle, quand nous disons par exemple à un praticien, disons à un patient de prendre 2 cuillerées à soupe d'un médicament, je pense que c'est le dosage de son médicament. Et quand nous disons à un patient de faire boire 1 cuillerée à café d'un médicament dans 1,5 verre d'eau et boire un demi-verre, 2 verres par jour, je pense que c'est le dosage de ce médicament. Donc le problème de dosage ne se pose pas. Seulement, nous sommes en état empirique, en état traditionnel. Il faudrait que nous suivions l'art de la médecine traditionnelle pour que l'art vraiment de cette médecine traditionnelle soit valorisé. Pendant qu'on parle de la naturothérapie, nous allons nous intéresser à un autre docteur naturothérapeute. C'est le docteur Aka Félix. Avec lui, nous avons découvert la médecine par la musique, donc la musicothérapie, et la médecine par les couleurs. Comment est-ce que des patients arrivent à être soulagés à travers la musique et les couleurs? C'est tout de suite. La musique ne date pas d'aujourd'hui. Quand on va fouiller du côté de l'Inde, on trouve dans les anciens livres tels que la Bhagavad Gita, on trouve qu'il y a des passages où on parle justement aussi de l'influence de la musique sur l'ensemble du psychisme de l'être humain. L'expérience, disons, scientifique de la musique date, je crois, de 1955-56, où en Inde, un médecin, Dr Tessing, avait commencé à expérimenter la musique sur les plantes d'appartement, puis ensuite dans la nature. Et lorsqu'il a parlé de cela au début, les gens se sont moqués de lui parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il veut prouver que les plantes peuvent être attentives, sensibles à la musique. Et donc des Américains se sont déplacés, sont venus avec des appareils, ont filmé comment est-ce que dans le temps et l'espace, les plantes se déplaçaient vers le haut-parleur lorsqu'on leur mettait une musique appropriée. Et on a constaté que des musiques hindoues, telles que la musique de Ravi Shankar, avaient une influence considérable sur les plantes, qu'elles soient d'appartement ou bien à l'extérieur. Ces mêmes expériences ont été reprises plusieurs fois et ensuite elles ont été déportées du côté des États-Unis, où des grands agriculteurs ont mis dans leurs champs des haut-parleurs avec des musiques appropriées, des musiques douces, des musiques appropriées de Mozart, de Beethoven, de Mendelssohn. Ils ont mis des musiques et ces musiques-là ont influencé considérablement les plantes alimentaires que à l'hectare où on se retrouve avec 125 kg, on était à 138 kg ou 140 kg. Donc les gens ne pouvaient pas dire que c'était le fait du hasard. Donc la musique influence les hommes, la musique influence les plantes et la musique influence aussi les animaux. On a vu par exemple dans des poulaillers où on a mis des musiques douces, les poules ont produit des œufs de bonne qualité. On a vu aussi dans les étables où les vaches, produisaient du lait, lorsqu'on a mis des musiques appropriées, douces, les vaches ont produit du lait de bonne qualité. La semaine qui a suivi, lorsqu'on a proposé
ou du moins on a proposé, on leur a imposé, parce que les vaches n'ont pas le droit de dire qu'elles sont d'accord ou pas. Lorsqu'on a mis en expérimentation des musiques dures, ce que j'appelle le hard rock, de Jimi Hendrix, de Iron Maiden et tout ça, et voilà que les vaches un peu folles, c'est-à-dire les qu'elles ont produit n'étaient pas de bonne qualité sur la semaine où on leur a diffusé des musiques un peu violentes. Voilà, moi j'appelle ça des musiques diaboliques. Et c'est comme ça qu'on sait aujourd'hui que la musique, suivant les notes qui sont proposées, peut influencer positivement ou négativement la santé de l'homme, la santé des plantes et la santé des animaux. Chez les hommes surtout, on a constaté que les musiques douces, les musiques sans voix, avaient une influence sur les insomnies, sur les stress, sur les peurs, sur les angoisses, donc sur tout ce qui touche le psychisme. Et une personne qui arrive par exemple avec des problèmes d'insomnie, de stress, on peut lui proposer des séquences de 15, 20, 30 minutes de musique appropriée, accompagnées de relaxation dirigée. Et cela va avoir une influence positive sur le psychisme, va créer une déconnexion entre le cerveau pensant et le cerveau organique. Parce que souvent, le sommeil intervient lorsque le cerveau pensant se repose et que le cerveau organique prend le dessus, ce qu'on appelle le diencéphale. Lorsqu'il prend le dessus, alors le sommeil s'installe. Mais lorsqu'il y a une opposition ou une dichotomie entre le cerveau pensant, le cortex, et le cerveau organique, le diencéphale, s'il n'y a pas de coordination, alors l'insomnie s'installe parce que le cerveau pensant n'a pas tendance à se reposer, il reste éveillé. Donc, le diencéphale ne peut plus faire son travail de coordination, de repos des organes, donc de repos du cerveau. Donc, la musique va amener une certaine cohésion entre le cerveau pensant, le cortex, et le cerveau organique, le diencéphale. Dès que ces musiques-là sont appropriées, sont jouées, alors s'installe une détente nerveuse. Et puis aussi, on tient compte aussi de l'habitation. Là où vous dormez, vous pouvez faire des insomnies parce que l'atmosphère vibratoire n'est pas bonne. Donc il faut créer un champ vibratoire positif. Là où on dort, il faut que ce soit bien aéré, il faut que les habits soient bien rangés, il faut que l'air circule. Voilà. Si vous fermez tous les fenêtres, vous fermez les portes, il n'y a plus d'air normal. C'est de l'air conditionné et ce n'est pas évident que tous les jours vous puissiez avoir de bons sommeils. Voilà ce qu'on peut dire sur la musique qui influence considérablement le sommeil des hommes. Tous ceux qui ont des problèmes de stress peuvent nous visiter parce que on pense toujours que lorsque on a des insomnies ou lorsqu'on est très nerveux ou lorsqu'on est insomniaque, qu'il faut peut-être aller prendre des somnifères. C'est comme ça qu'on raisonne. On a bien raison, puisqu'il n'y a pas d'éducation à une hygiène mentale, je vais dire dans ce sens-là. Si on vous donne un médicament pour dormir, ce n'est pas une hygiène mentale. Voilà. Il faut que la respiration s'installe, il faut que l'hygiène alimentaire vienne jouer son rôle, il faut que l'atmosphère où on est soit positive. C'est à partir de là que le cerveau, via le cerveau organique, puisse faire sa cohésion, puisse faire son harmonisation et puis faciliter le sommeil. Mais le sommeil se prépare depuis l'heure où on s'est réveillé. On est rentré en ville, on a travaillé, on a rencontré des gens, on a parlé. Et quand on arrive le soir, on fait ce biofeedback pour voir ce qu'on a fait dans la journée, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, puis on se laisse aller par la respiration, par la visualisation créatrice, et puis on dort. Mais si on se trouve à se focaliser sur une pensée obsédante, ce n'est pas sûr qu'on va dormir plus facilement. Bon, la musique est un des éléments pour pousser un peu la personne à pouvoir se reposer beaucoup plus facilement. Sinon, quelqu'un qui est bien réglé, s'il écoute la musique douce, une musique appropriée, apaisante, qu'il mange sainement, doit pouvoir dormir dans les minutes qui suivent. Voilà. On est influencés tous par les couleurs. Lorsque vous voyez des couleurs chaudes, comme le rouge, le vert, l'orange, ce sont des couleurs qui attirent, elles sont chaudes. Si vous vous trouvez face aux couleurs qui sont des couleurs, je dirais, froides, le bleu, l'indigo, le violet, et que quand vous regardez l'arc-en-ciel, vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui composent le spectre des couleurs. Après, on fait des mélanges pour avoir le magenta qui n'existe pas dans la nature. Ce sont des mélanges qu'on fait. On dira jaune or ou bien jaune citron. Tout ça sont des mélanges qui vont être faits. Mais si on prend
les couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le spectre visible. On part du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo, du violet. Ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Pour obtenir ces couleurs-là, il a fallu qu'Isaac Newton utilise un prisme et fait passer la lumière blanche dans ce prisme pour diffracter les 7 couleurs. C'est comme ça qu'on a retrouvé les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est Isaac Newton qui a fait passer donc la lumière dans un prisme en chose triangle. Et la lumière, donc, en ressortant de l'autre côté, s'est fractionnée en 7 couleurs, ce qu'on appelle la diffraction. Donc, ces couleurs chaudes, le rouge, l'orange, le jaune, sont des couleurs qu'on peut utiliser, par exemple, pour une enseigne. Une enseigne, si vous avez une chambre où vous voulez dormir, il ne faut pas mettre du rouge là-bas, il ne faut pas mettre d'orange, il faut mettre à la limite du vert, il faut mettre à la limite du blanc, qui est l'ensemble de toutes les couleurs, ou bien du bleu ou de l'indigo. Voilà les couleurs qui apaisent. Si vous voulez faciliter le sommeil, il faut mettre des rideaux violets, le sommeil arrive rapidement. Des rideaux roses, le sommeil arrive rapidement. Des rideaux bleus, le sommeil arrive rapidement. Mais si vous mettez des couleurs vives, rouges et tout ça, ce n'est pas évident chez la plupart des personnes que le sommeil arrive rapidement. Donc, l'influence des vibrations causées par les couleurs agit directement sur nous. Et si vous voyez par exemple une personne qui arrive avec un costume tout blanc, ça, on sent une personnalité rayonnante dans cette couleur. Si vous avez une personne qui arrive avec une couleur pratiquement toute noire, qui est l'absence de couleur, ça peut changer sa personnalité. Et donc, ça, les personnes depuis la nuit des temps le savent. Ils ont utilisé les couleurs pour soigner certaines personnes. On a vu par exemple un roi en Angleterre qui avait son enfant qui avait des problèmes de peau, la scarlatine, et on a enveloppé cet enfant-là dans des draps rouges et l'enfant a guéri. Donc, la lumière rouge agit sur la peau. On a vu aussi des gens qui avaient de la fièvre. Lorsqu'ils avaient de la fièvre, on utilisait la couleur bleue qui faisait tomber la fièvre et tout ça par des spots qu'on mettait sur la colonne vertébrale. La fièvre descend rapidement. Donc, pour nous dire qu'on est influencé par des couleurs, et là où on est, on doit mettre, si vous êtes dans une salle de conférence, la couleur qui sera appropriée, c'est le jaune, pour éveiller le mental. Voilà. Mais si vous mettez une couleur bleue, vous allez faire dormir les gens. Lorsque vous allez en chirurgie dans les hôpitaux, quand les gens opèrent, ils portent souvent des blouses vertes ou bien des blouses bleues. Tout cela apaise. Lorsque vous allez dans une maternité, vous verrez que certains enfants sont sur des rayons ultraviolets. On sait que les rayons ultraviolets agissent sur l'équilibre au niveau des microbes, sur l'équilibre même de l'enfant. Et un enfant qui vient de naître, qui est né prématurément, on peut le mettre sous une couveuse, ou on peut le mettre sous un rayon ultraviolet pour équilibrer un peu ses vibrations. Donc, les couleurs sont là et elles parlent d'elles-mêmes. Voilà. Si par exemple vous vous trouvez, comme on appelle, dans un grand restaurant où il y a un billard, vous verrez que le velours du billard est toujours vert. Voilà. Tout cela permet, la concentration permet d'être plus adroit en matière de jeu. Donc les couleurs sont là. Quand vous allez dans un grand restaurant et que les gens veulent faire manger suffisamment leurs convives, on utilise toujours le rouge comme nappe. Même si on met du vert sur du rouge, même comme du jaune sur du rouge, mais le rouge vous fera manger plus que si on vous mettait sur une nappe bleue. Cela a été prouvé. Donc l'influence des couleurs n'est plus à discuter. C'est à nous de nous harmoniser avec les couleurs. On a vu à l'époque dans la religion que le pape Grégoire, si ma mémoire est bonne, avait fait les liens entre les jours de la semaine et les couleurs. Donc on a vu que le lundi s'apparentait au vert, que le mardi s'apparentait au rouge, que le mercredi s'apparentait au marron ou au multicolore, le jeudi au bleu, le vendredi au jaune, le samedi au violet, puis le dimanche au jaune or. Donc c'était en fonction donc des vibrations inspirées. Et on voit aussi que dans certaines églises, comme l'église catholique par exemple, que les prêtres portent des couleurs. Le jour où il y a la mort, ils portent du violet, une petite chape de violet. Ce n'est pas le fait du hasard. Voilà. Et vous verrez qu'en fonction des fêtes, aujourd'hui sont en vert, demain sont en jaune doré, demain sont en rouge. Tout ceci, que viennent faire les couleurs là-bas? Les couleurs ont une influence, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou que ce soit dans une chambre. Donc, les couleurs agissent par leur vibration. Et si vous avez une maison, une boutique, et que vous mettez une enseigne en bleu, ça n'attirera pas beaucoup de personnes. Par contre, si vous mettez une enseigne en rouge, on voit ça de loin. Une enseigne en jaune, on voit ça de loin. Regardez certaines stations d'essence, vous verrez qu'elles sont en jaune-rouge, ou bien sont en noir-rouge. Il y a toujours le rouge qui est toujours là.
Ce n'est pas le fait du hasard. Ceux qui ont conçu les logos de ces stations-là ne l'ont pas fait par hasard. Ils savent que le rouge influence de loin, que le rouge attire. Et vous regardez, la plupart des stations, on retrouve toujours du rouge ou de l'orange ou du jaune dans les mélanges de telle ou telle société. Voilà. Lorsque les patients ont vraiment du temps, on installe des spots et on met les couleurs en fonction de ce qu'on recherche sur la qualité vibratoire pour toucher les personnes. Quand la personne est couchée sur le dos ou quand elle est couchée sur le ventre, sur la colonne vertébrale, on a ce qu'on appelle l'arbre de vie. C'est-à-dire on a un système qu'on appelle le système réticulo-endothélial. Toutes les ramifications des glandes partent de la colonne vertébrale vers les organes. Donc, en voulant toucher tel organe, on va mettre les couleurs appropriées et les organes vont être touchés, tout simplement. Parce que la couleur agit par vibration sur la partie organique que nous souhaitons toucher, tout simplement. Voilà. Nous faisons partie intégrante de la nature dont nous sommes issus. Donc, je pense que nous devons nous habituer, nous devons nous intégrer, nous devons comprendre toutes ces choses-là et donc les utiliser. Par exemple, aujourd'hui, vous avez porté une cravate bleue avec un costume un peu marron foncé. Mais demain, si vous portez une cravate rouge, les gens seront plus attirés par cette cravate rouge parce que ça fait ressortir un pan de la personnalité. Si demain vous portez le même costume que vous portez une cravate verte, ça va attirer. Le bleu, c'est plus apaisant. Le rouge, tout de suite, les gens, ah mais tu es bien habillé. Ce n'est pas le fait de bien, c'est la couleur rouge qui va faire ressortir quelque chose que le bleu a caché. Tout simplement. Voilà, donc voilà ce que je voulais signifier. Bon, nous sommes au 07 90 09 83 et au 05 69 21 97. Le continent africain est touché depuis quelques mois par la fièvre hémorragique Ebola et c'est surtout l'Afrique de l'Ouest qui en pâtit en ce moment. On dénombre aujourd'hui plus de 2000 cas avec plus de 1000 décès. Cette fièvre hémorragique continue de se développer. Elle n'est pourtant pas méconnue sur le continent. Cependant, on le constate, les populations semblent ne pas comprendre et connaître suffisamment ce virus tueur. Dans cette vidéographie, nous vous proposons de découvrir les origines de ce virus Ebola, comment est-ce qu'il est contracté, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement l'éviter. Sachons que jusque-là, aucun traitement n'a encore été trouvé contre la fièvre hémorragique Ebola. « 1975 infectés, plus de 1000 morts en 9 mois, l'Afrique de l'Ouest connaît depuis décembre 2013 la plus grave épidémie d'Ebola depuis l'apparition du virus. Alors, qu'est-ce qu'Ebola ? Ebola est une fièvre hémorragique de type viral, souvent mortelle, provoquée par un virus de la famille des filovirus. Elle touche les hommes et d'autres mammifères comme les singes, les antilopes ou les porcs. Jusqu'à présent, on connaissait 5 souches différentes du virus Ebola. 4 d'entre elles se concentrent en Afrique où elles provoquent depuis 1976 des épidémies mortelles. L'épidémie actuelle serait de souche Zaïre. La 5e, la souche Reston d'origine asiatique, a été détectée sur des primates. Elle reste pour l'instant seulement animale puisque des hommes infectés n'ont pas développé la maladie. Comment la maladie se transmet-elle ? Ebola est une zoonose, c'est-à-dire une infection animale transmissible à l'homme. L'espèce à l'origine de la contamination humaine n'a pas été complètement identifiée. Si des singes ont pu contaminer l'homme, des chauves-souris frugivores seraient les réservoirs naturels du virus. Ebola passerait ainsi à l'homme directement à partir des chauves-souris ou indirectement par l'intermédiaire d'un autre animal. Dans les deux cas, le mode de transmission à l'homme se fait par contact direct avec des organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés. C'est le cas lorsque l'homme manipule des animaux retrouvés malades ou morts en forêt ou lorsqu'il consomme de la viande de brousse. Après l'infection, le virus se développe durant 2 à 21 jours, en moyenne 8, avant que les premiers symptômes ne se manifestent. Pendant cette période, la personne infectée n'est pas contagieuse. C'est une fois que les symptômes sont apparus que peut se faire la transmission interhumaine du virus.
Là encore, il faut un contact direct d'une peau lésée ou de muqueuse avec les liquides biologiques d'une personne infectée, tels que le sang, la salive, le sperme, la sueur ou les matières fécales. L'infection peut également passer par l'intermédiaire d'un objet infecté, une seringue par exemple. Parmi les premiers exposés, on trouve donc les proches des personnes malades ainsi que les personnels de santé. En Afrique, les rituels funéraires communautaires pendant lesquels un grand nombre de proches sont en contact direct avec les dépouilles des personnes infectées constituent un vecteur important de contagion. Il reste très improbable selon l'OMS que le virus puisse se transmettre par voie aérienne comme une simple grippe. Quels sont les symptômes? Une fois passée la période d'incubation, la maladie se manifeste avec des fortes fièvres, une faiblesse intense, des douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête et une irritation de la gorge. Ces symptômes sont rapidement suivis de vomissements, de diarrhée, d'éruptions cutanées, d'une insuffisance rénale et dans certains cas d'hémorragies internes et externes. Si certains patients survivent au virus, le taux de létalité d'Ebola reste extrêmement élevé, entre 25 et 90% et plus de 50% en moyenne. Comment soigner la maladie ? À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique contre le virus Ebola ni de vaccin homologué. Tout est au stade d'essai ou en cours d'évaluation. La seule chose que peuvent faire les médecins est de s'attaquer aux symptômes tels que la fièvre et la déshydratation plutôt qu'au virus lui-même. Mais il y a un espoir, le ZMapp, un traitement expérimental testé actuellement sur plusieurs patients. Où le virus s'est-il développé? Ebola est d'abord apparu pour la première fois en 1976 en Afrique centrale. Il tire son nom de la rivière Ebola, proche d'un village de la République démocratique du Congo, où se situait le premier foyer. Depuis, une vingtaine d'épidémies mortelles ont été circonscrites dans des villages isolés en RDC, au Soudan du Sud, au Congo, en Ouganda et au Gabon. Au total, 2387 personnes ont été infectées, parmi lesquelles 1590 sont mortes. L'épidémie actuelle s'est déclarée en Guinée, dans une zone située à la frontière avec la Sierra Leone et le Libéria. Les chercheurs ont identifié le patient 0, un enfant de 2 ans, dans le village de Guékédou. Depuis, l'épidémie s'est propagée au gré des mouvements de population en Sierra Leone et au Libéria, malgré les fermetures de frontières qui ont été inefficaces, car cette épidémie surpasse de très loin les précédentes. Pourquoi Ebola s'est-il autant répandu en 2014 ? Tout d'abord parce que ces pays, sortis il y a peu de décennies de guerre civile, sont sous-équipés en infrastructures sanitaires. Par ailleurs, les populations sont réticentes aux interventions des autorités locales et des organisations internationales suspectées, selon des rumeurs, de propager elles-mêmes le virus. Cette difficulté à accéder aux zones contaminées complique l'identification, la prise en charge des malades et rend toute tentative de circonscription de l'épidémie impossible. Et la maladie est loin d'être stoppée. L'arrivée récente d'un malade libérien au Nigeria et la contamination rapide d'une dizaine de Nigérians font craindre une diffusion à grande échelle du virus dans le pays le plus peuplé d'Afrique avec 177 millions d'habitants. S'il est peu probable qu'Ebola puisse se développer en dehors des zones tropicales ou dans les pays développés où les infrastructures de santé sont bien plus efficaces, agir en Afrique est urgent. L'OMS a proclamé une urgence de santé publique mondiale, débloqué une enveloppe de 100 millions de dollars et autorisé les traitements expérimentaux. Il faut en effet faire vite, la fenêtre de test de l'efficacité d'un traitement est la même que celle de la durée de l'épidémie. Une fois celle-ci finie, le développement d'un traitement sera considérablement ralenti. Madame, Monsieur, cette émission prend fin ici. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. Je vous dis au revoir.